Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. Voilà, bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur ce webinaire. Comme vous pouvez le voir, vous avez une petite fenêtre de chat sur la droite, voilà, pour nous faire un bonjour, voilà, vous présenter. N'hésitez pas à nous dire, voilà, où est-ce que vous travaillez, d'où vous nous suivez. En tout cas, on est ravis de vous accueillir aujourd'hui pour parler de déconnexion et de reconnexion avec voilà mes invités. Donc j'accueille Virginie. Bonjour Virginie. Bonjour. Voilà, Virginie qui travaille depuis plusieurs années, qui anime pour nous voilà, des ateliers, des webinaires, qui est coach, qui est expert en accueil également. Marilène de l'équipe. Bonjour à tous. Je connais quelques prénoms sur le module de chat. N'hésitez pas à interagir pendant l'intervention de Virginie. On vous répondra avec Benjamin et parfois on se permettra même d'interrompre Virginie pendant son déroulé pour les questions les plus cruciales. Avec plaisir. Eh bien, à tout à l'heure. De voir que ça réagit sur le chat. Bonjour Caroline, bonjour Christelle, Sylvie, Marianne qui sont déjà là. Voilà. Ce que je voulais dire par rapport au sujet d'aujourd'hui, donc déconnexion et reconnexion. En fait, quand on a construit ce programme autour du futur du travail, hein, on est sur une série de webinaires autour du futur du travail. On s'était dit qu'évidemment la question du numérique allait venir. On se doutait pas que en novembre, quand on animerait ce webinaire, on serait tous, une majorité d'entre nous en tout cas, coincés à la maison voilà, et dans une situation où finalement c'est pas évident de déconnecter puisqu'on est pas mal voilà, en permanence devant notre ordinateur. Je voulais vous interroger pour savoir si ceux qui sont parmi nous déjà vous nous suivez depuis votre ordinateur ou si vous nous suivez depuis votre bureau. Donc, je vais lancer un petit sondage. Ça nous permettra justement de savoir à quel point le télétravail est présent chez vous. Voilà. Donc, pendant que vous répondez, un petit mot simplement pour dire qu'on va avoir 30 minutes de présentation avec Virginie. Puis, on aura un temps de questions-réponses. Mais n'hésitez pas, voilà, pendant la discussion, à alimenter avec des questions. Voilà, Virginie pourra répondre des fois aussi au fil de l'eau sur certaines d'entre vous. Bon, je vois que ok, ça évolue un petit peu, mais en gros, 80% d'entre vous êtes à la maison et 20% au bureau. Donc, on est bien dedans avec la façon dont on a choisi d'angler ce sujet sur notamment télétravail et déconnexion. Je propose, Virginie, qu'on démarre. Je vais lancer la présentation et puis voilà. Ok, donc on est bien sur un énorme paradoxe ces jours-ci. Et même là, aujourd'hui, on est conscient qu'en vous faisant ce webinaire, on vous amène encore à être assis devant un écran. Voilà. Mais ça va mieux en parlant et quand même en s'autorisant à se donner des solutions. Donc voilà, moi je me présente rapidement, je suis Virginie Boutin et je suis coach professionnel, experte en QVT sur l'angle justement de la déconnexion et du rapport au digital au travail. Et on est également partenaire, je suis présidente de Boomer Impulse, on est partenaire des ateliers durables, on fait des programmes de développement professionnel en ligne comme on vous montre aujourd'hui sur l'écran. Et co-auteur également d'un livre qui s'appelle 2 heures chrono pour déconnecter et se retrouver, qui est justement une série de bonnes pratiques individuelles pour apaiser son rapport au digital. Voilà. Ensuite, justement, dans ces programmes dont je vous parlais à l'instant, on vient de sortir un programme qui s'appelle Télétravailler sereinement, qui est sur ce rapport au digital et qui donne tout un tas d'astuces spécifiquement au travail pour gérer ses mails, des choses extrêmement concrètes pour prendre soin de soi, etc. Donc aujourd'hui, je vais parcourir ça de manière assez rapide, mais on a aux ateliers durables vraiment des approches qui permettent d'aller en profondeur et aussi pour un grand nombre de personnes si vous êtes là au titre de votre entreprise. Maintenant, moi, je vais faire connaissance avec vous un petit peu, je vais m'intéresser à vous. Donc, par rapport à ce sujet, j'aimerais savoir, et vous répondez dans le chat, très, très simplement, j'aimerais savoir parmi vous qui ce matin, et je vais regarder la réponse, s'est réveillé avec son smartphone en guise de réveil. Parmi vous ce matin, s'est réveillé avec son smartphone en guise de réveil. Et puis la question qui va avec, combien de temps après votre réveil, alors que vous soyez réveillé avec un smartphone ou pas, combien de temps après votre réveil avez-vous commencé à regarder vos messages? Je ne parle pas vraiment de la météo ou ce genre de choses, vos messages. Vous avez commencé à consulter votre smartphone.
Donc, je vois que Caroline s'est réveillée ce matin avec son smartphone. Marianne aussi. Martine aussi. Émilie, pas de réveil. D'accord, bien. Donc, bien sûr, vous comprenez, et dites-moi aussi combien de temps après votre réveil, hein, encore une fois, quelle que soit la nature de votre réveil, combien de temps après vous commencez à tripoter votre smartphone et à regarder ce qu'il y a dessus. Virginie, je pense que je suis un mauvais élève. Je dois être à 5 minutes, je pense, de mon côté. D'accord. Assez rapide. Bon, il n'y a pas de jugement. C'est vraiment pour vous faire prendre conscience que plus le smartphone est proche de vous, donc proche, le réveil, c'est très proche, hein, c'est dans la chambre, près de la tête, près de la main. Donc, on a à peine à se réveiller pour... on prend le smartphone souvent pour éteindre le réveil et on le garde dans la main pour enchaîner sur les messages. Donc, c'est juste pour faire prendre conscience, en fait, que c'est tellement proche de nous que c'est difficile aussi de mettre un peu d'espace. C'est juste la première étape, c'est cette prise de conscience. Donc, je vois quand même que pas mal de vous, je vois Simine qui regarde 1 minute après le réveil. Mais sinon, je vois d'autres personnes qui prennent le temps de prendre leur café, comme Martine, ou des personnes qui attendent un peu 1 heure, qui attendent un petit peu de temps. Voilà. Et on a Simine qui a un simulateur d'aube. Ça, c'est une bonne pratique. C'est une très, très bonne pratique. Tout à fait. Le simulateur d'aube est un bon réveil assez sain. Alors, je vais enchaîner avec d'autres questions. Combien de fois par jour est-ce que vous regardez vos mails? Et je vous entends me dire, mais les pros ou les persos? Eh bien, les pros. Voilà. Combien de fois par jour regardez-vous vos mails professionnels? Ça, c'est une question très importante. Et je voudrais aussi, alors si vous pouviez répondre, voilà, sur les mails, il y a peut-être une petite latence. Et je voudrais aussi, je suis très curieuse de savoir aussi, en termes de fatigue, mais vraiment, on ne va pas rentrer dans les détails, fatigue nerveuse, etc. D'une manière générale, est-ce que vous vous sentez plus fatigué en télétravail, quand vous êtes en télétravail ou quand vous êtes en travail comme d'habitude? Donc, je vois des personnes qui répondent « Je ne compte plus 10 fois, 5 fois, toutes les demi-heures, constamment, tout le temps pour Claire. » Mail pro 6 fois par jour, Corinne. OK. Toute la journée de travail, voilà. Donc, sur les emails et sur le reste aussi, on va voir tout à l'heure un petit peu une solution. Mais regarder en continu fait partie des choses qui vous fatiguent énormément. Sachez-le. Regardez les mails en continu abîme votre énergie puisque à chaque fois que vous regardez vos mails, cela vous charge. Et après, ça vous interrompt sur ce que vous étiez en train de faire. Donc, tout ça demande énormément d'énergie. Alors, je vois Sylvie qui est moins fatiguée en télétravail parce que ça lui épargne 3 heures de transport, en effet. J'ai l'impression que c'est très partagé sur la question de la fatigue. Hein. Il y a vraiment une sorte de 50-50 entre des gens plus fatigués, d'autres moins fatigués. Donc, ça dépend vraiment des situations. Ouais, c'est vraiment intéressant. Là, on voit Martine beaucoup plus fatiguée, elle, en télétravail. Caroline également. Ok, bon, on va pas rentrer dans les détails, mais je trouve ça effectivement très intéressant, comme quoi ce qui me plaît dans la différence de réaction, c'est qu'on voit que finalement tout le monde ne le prend peut-être pas pareil. Et je serais évidemment très intéressée de savoir ceux qui ont moins de fatigue, comment ils gèrent leur journée, puisqu'on est là aussi pour ça. Dernière question, qui a déjà été happé par le vortex digital? Alors, je ne vous vois pas, mais pareil, je vous imagine vous dire qu'est-ce que c'est que ce vortex digital. Le vortex digital, vous allez comprendre très vite, c'est vous demandez quelle heure il est, vous prenez votre smartphone pour regarder l'heure, et qu'est-ce qui se passe? Vous avez reçu un texto, vous lisez le texto, ça vous fait penser à autre chose où vous deviez envoyer un mail à quelqu'un, et finalement, ça vous fait penser qu'avant d'envoyer ce mail, vous avez besoin de vérifier sur LinkedIn et sur Google qu'est-ce qu'il en est de cette situation, etc., etc. Vous reposez le smartphone, vous ne savez pas quelle heure il est, et on est 20 minutes plus tard. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous voyez de quoi je parle avec le vortex digital? Mais le vortex digital, ça va plus loin. C'est en ce moment, par exemple, l'enchaînement de visioconférences, de webinaires, de regarder les mails, etc. C'est l'idée aussi que notre vie se passe en digital.
Caroline déjà happée, Véronique, ça lui parle. Voilà. Donc là, je vois que vous voyez ce que c'est. Déjà, de le nommer, le vortex digital, je trouve ça aidant. Si vous voulez commencer à en sortir, déjà le nommer et vous dire c'est OK de faire un pas à côté du vortex parce qu'après tout, c'est ma vie, vous allez voir que c'est possible. Donc, on va justement en parler aujourd'hui. C'est vraiment mon objectif dans ce webinaire, en fait, c'est simplement de vous faire prendre conscience de où est votre marge de manœuvre par rapport à ce vortex digital. Il y a une partie du vortex à laquelle vous ne pouvez pas échapper, parce que c'est la vie aujourd'hui, parce que vous êtes en télétravail, parce que ci, parce que ça, mais il y a une partie qui vous appartient, il y a une partie de liberté dans ce vortex, et c'est ça aujourd'hui que je vais essayer de vous communiquer, c'est comment récupérer cette part de liberté par rapport à ce vortex qui nous entraîne tous collectivement en ce moment. Donc, première chose importante à dire, c'est que c'est normal d'être pris par le vortex. Pourquoi? Parce que le vortex, le digital d'une manière générale, vous donne du lien humain. Et le lien humain, c'est ce qui a permis à l'humanité de se constituer et même d'augmenter notre espérance de vie, etc. Donc, en fait, c'est extrêmement puissant. Notre cerveau sait que le lien humain, c'est la base absolument de survie. C'est pour ça que c'est si difficile en ce moment aussi, la distanciation sociale, etc. Je vais pas revenir dessus. Donc, le digital nous apporte du lien humain. Le problème, c'est qu'il apporte du lien humain de bonne qualité et de mauvaise qualité dans les mêmes tuyaux. Donc, on se prend la totalité en même temps, on n'a pas le tri. Mais en tout cas, c'est pour ça qu'on a du mal à résister parce que vient avec le digital énormément de socialisation. Ensuite, la deuxième chose, c'est notre cerveau adore la nouveauté. Ça l'intéresse, ça l'attire. C'est pour ça d'ailleurs que les boutiques l'ont bien compris, ils changent très régulièrement leur vitrine pour qu'on ait envie de repasser devant. Et ben c'est pareil avec le digital, ça vous apporte une source infinie de nouveautés puisque tous les jours, toutes les minutes, et c'est pour ça d'ailleurs que vous regardez vos mails aussi fréquemment, c'est parce qu'à chaque fois que vous regardez vos mails, votre cerveau il se dit tiens, je vais avoir ma petite dose de nouveauté. Est-ce qu'il y a un nouveau message qui est arrivé? Est-ce qu'il y a un message en gras? Que ce message vous plaise ou non, il y a une partie de vous qui a besoin d'aller chercher cette nouveauté, donc ça fait comme une espèce de petite addiction aux mails, aux messages. C'est ce qui fait que, pareil, j'ai envie de vous demander, est-ce que parmi vous, il y en a qui sont déjà vus en train de rafraîchir comme ça compulsivement ses mails ou son Instagram ou je ne sais quoi, avec le pouce, sans vraiment y réfléchir, simplement pour faire apparaître quelque chose de nouveau. C'est devenu un réflexe. Voilà. Ensuite, il y a la notion de récompense. Toujours pareil, notre cerveau adorant la nouveauté et adorant les contenus, adorant les histoires, adorant tout ce que peut nous fournir le digital, eh bien c'est pareil, c'est extrêmement addictif parce que on sait qu'on va toujours en trouver du contenu, des histoires, des images sur Internet, mais même dans les visios, dans le travail. Hein. Donc il y a quelque chose qui s'appelle le circuit de la récompense dans le cerveau, qui est nourri. Enfin, qui croit qu'il est nourri, en tout cas à chaque fois qu'il a des interactions avec le digital. Mais il y a une partie qui est vraie et il y a une partie qui est une illusion. Ensuite, pourquoi c'est important de prendre ce recul? Pourquoi c'est important? Vous le sentez parce que ça impacte sur votre énergie. Si vous êtes venu là ce matin, c'est qu'il y a bien quelque chose qui vous dérange, que vous avez envie d'en sortir de ce vortex. Ben, si on met des noms dessus, pourquoi c'est important d'en sortir? Pour plein de raisons. Donc là, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vous voyez à quel point ça impacte au niveau le plus global la planète, parce que il y a un impact en fait environnemental absolument énorme du digital sur l'environnement. Et puis, ça impacte sur notre temps, sur nos relations, sur nos émotions, sur notre concentration, vous voyez, notre charge mentale, nos relations. Enfin voilà, c'est absolument phénoménal à quel point le digital est rentré dans nos vies, vous le savez bien. Donc, c'est d'autant plus important, encore une fois, de reprendre notre quant à soi et de essayer vraiment de reprendre un petit peu les manettes aux endroits où c'est possible. Voilà. J'ai trouvé ce matin juste cette petite illustration que j'ai trouvée malheureusement extrêmement parlante. Ça se voulait humoristique, mais en fait, quand on la regarde, on se dit c'est exactement ça. C'est exactement ça. J'ai passé ma journée à travailler en ligne et le soir, pour me détendre, qu'est-ce que je fais? Je prends l'ordinateur. Voilà. Petit moment, prise de conscience. Alors justement, parlons-en. Maintenant, j'ai envie de vous écouter. Je vais vous poser 2 questions. Les 2 questions sont simultanées. Je vous demande de prendre un petit temps pour vous. Rendez-vous à l'intérieur. Vraiment, je vous laisse le temps de vous détendre et de lire ces 2 questions et de nous répondre dans le chat. Qu'est-ce qui, pour vous,
pour moi, hein, demandez-vous, qu'est-ce qui pour moi est vraiment utile dans le digital? Qu'est-ce qui me fait rire? Qu'est-ce qui me fait du bien? Qu'est-ce qui m'apporte? Qu'est-ce qui me fait avancer dans mon travail, qui est efficient, utile, écologique au sens écologique personnellement. Hein. Pour moi, c'est vraiment, vraiment une bonne chose qui m'arrive via cet ordinateur ou ce smartphone. Et là, je vous demande de mettre les réponses en mettant un petit plus avant votre réponse et un petit moins pour le côté sombre du digital, et au contraire de nous dire là, avec un moins, qu'est-ce qui vous fatigue, qu'est-ce qui vous draine en fait, qu'est-ce qui vous enlève de l'énergie dans le digital, qu'est-ce qui vous fait perdre du temps, qu'est-ce qui est chronophage, qu'est-ce qui est non efficient au possible, etc. Et vraiment essayez de trier dans vos pensées, demandez-vous dans vos interactions avec le digital, devant quoi vous mettriez un petit plus et devant quoi vous mettriez un petit moins. Je vous demande de mettre ces plus et ces moins parce que il y a des choses qui sont très ambiguës dans le digital. Par exemple, la géolocalisation, il y a des personnes qui trouvent ça très utile comme moi parce que j'ai un très mauvais sens de l'orientation, mais il y a d'autres personnes pour qui la géolocalisation, c'est un gros moins parce que c'est le fait d'être suivi et d'être pisté partout et de savoir que quand on a un smartphone, potentiellement, on est traqué. Alors, on a les premières réponses qui commencent à tomber. Véronique qui nous dit « Permet de travailler en période de pandémie de façon quasi normale. Rester en contact avec mes proches amis. L'accès à l'information. » Mais alors, quelle information je me permets de mettre un... C'est ça. L'accès à l'information, c'est un énorme plus. Mais en effet, voilà, comme dit Marie-Hélène, être un peu précis parce que, évidemment, dans le digital, il y a de l'information de valeur qui va vous nourrir et vous faire avancer dans votre travail. Et puis, il y a de l'information où il faudrait vraiment vérifier les sources et savoir aussi quelle est la valeur. Souvent, je fais la métaphore avec la nutrition. Dans les supermarchés, il y a 98% de nourriture qui est proposée là, qui n'a aucun nutriment, qui sont vraiment des choses industrielles, comme les chips, par exemple. C'est rigolo, les chips, c'est très sympa. C'est sympa à manger et tout ça, mais en vrai, ça n'apporte strictement rien à notre corps pour qu'il fonctionne bien. On est d'accord. Donc, je dis pas qu'il faut jamais manger de chips, mais c'est un petit peu pareil avec le digital. Vraiment faire le tri entre une pomme de saison bio qui va vous apporter des bons nutriments, des fibres, etc. Et un paquet de chips qui a été fabriqué il y a 3 ans et qui, la preuve qu'il n'y a rien de vivant dedans, c'est que 3 ans plus tard, il a le même goût. Hein. Donc, c'est pareil avec les contenus et avec les usages du digital. Il y a des usages qui sont vraiment bons pour vous et c'est à nous de faire le tri. C'est ça, parce qu'en moins, plusieurs personnes nous citent les réseaux sociaux. Mais par exemple, les réseaux sociaux, ça peut avoir aussi des vertus. Enfin, voilà. Moi, je trouve des vertus, en tout cas. Essayez de zoomer pour vous-même. Hein. Essayez de préciser dans les réseaux sociaux quelles sont les vertus. Pour toi, par exemple, Marie-Hélène, c'est quoi la vertu du réseau social? Et pour vous, c'est quoi le problème? Par exemple, je vois Martine qui dit le déluge d'informations. En effet, le problème du déluge d'informations, c'est qu'on est passif. D'un seul coup, on se sent submergé d'informations. Et au travail aussi. Moi, je connais beaucoup de gens qui, là, dans leur journée de travail, sont submergés de visio. Et c'est le sentiment de ne plus avoir le choix. Trop plein de mails, dit Claire. Voilà. L'absence de contact avec les gens. L'absence de contact réel. Ouais. J'entends beaucoup surcharge d'informations, hein. Sollicitations. Surtout en ce moment, en ces temps de pandémie, la surinformation. Et je crois que c'était Audrey qui nous parlait d'informations de mauvaise qualité. Il y a la quantité d'informations et la qualité des informations. C'est-à-dire qu'un article du Monde aura le même niveau d'importance qu'un tweet d'un inconnu. Donc, c'est vrai que c'est compliqué. Donc, oui, l'effet aussi, dernière nouvelle, ce que disait Véronique, totalement stressé pendant les élections US avec vérification permanente des dernières nouvelles toutes les 5 minutes à voir ce qui se passait, quoi. Alors là, on voit qu'il y a 2 choses. Hein. Vous voyez, dans la vérification toutes les 5 minutes, ça, c'est votre choix. Il faut se rendre compte que c'est un choix. Parce qu'évidemment, tout est fait pour que vous vérifiez toutes les 5 minutes. Ça, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas du tout un hasard. Notre cerveau aime ça et les émetteurs, les médias online le savent très bien. Donc, ils vont tout faire pour que vous alliez vérifier toutes les 5 minutes. D'accord? Mais c'est là aussi qu'il faut faire un petit pas de côté. C'est ce que je vous propose et de se dire, j'ai le choix. Par contre, il y a des choses où on n'a pas le choix quand c'est notre travail et que c'est notre employeur. Enfin, que c'est le système, c'est l'entreprise pour laquelle on travaille qui envoie 200 mails par jour et qui organise 7 visios par jour, là, c'est beaucoup plus compliqué de faire le petit pas de côté et de s'autoriser. Mais c'est aussi pour ça qu'on est là aujourd'hui. C'est vraiment pour prendre cette distance, ce petit moment de recul
Si vous êtes là aujourd'hui, déjà, c'est que vous êtes autorisé à faire ce petit mouvement de recul. Bravo. Donc, trop d'infos. Alors, il y a l'immédiateté aussi, oui. Martine, tu as raison. Et Émilie qui nous parle de la course à la performance, comparaison, news qui servent à rien, harcèlement entre jeunes. Ça, c'est un phénomène de société extrêmement grave, le harcèlement entre jeunes. Qui a pris de l'épaisseur avec les réseaux sociaux. En tout cas, nous, notre génération a l'impression qu'elle a pris de l'épaisseur avec les réseaux sociaux. Ah oui, c'est très grave ce qui se passe, tout à fait. Donc, je vois bien, Caroline, ce que tu mets en exergue, le trop d'infos qui polluent en opposition au manque d'échanges réels. C'est pour ça, d'ailleurs, que ce matin, on sait que c'est un webinaire, mais on essaye de prendre le temps, vous voyez, avec vous, de prendre le temps de se poser et d'échanger. Parce qu'il y a cette saturation d'informations. Audrey, oui, c'est vrai. On parle peu de l'impact du numérique. Nous, on essaye d'en parler dans nos ateliers. L'impact du numérique à plusieurs égards, hein, à la fois dans le hardware, à chaque fois qu'on achète un ordinateur ou un smartphone, c'est vraiment un dégât important pour la planète puisqu'il y a dedans des métaux rares et précieux. Mais il y a aussi l'usage. La vidéo, par exemple, utilise énormément les serveurs et consomme énormément d'électricité. Le numérique est en train de rejoindre l'aérien en termes de pollution. Enfin, en ce moment, les avions sont plus au sol, donc... Ok, donc si on se pose, on voit qu'il y a une partie qui est difficile à gérer, qui est la submersion d'informations, d'accord, à la fois en quantité et en pauvreté de qualité. Donc ça veut dire que oui, c'est à nous de jouer. Ça ne va pas se faire tout seul. C'est pour ça qu'on est là pour vous en parler, c'est-à-dire que chacun, chacune doit prendre le temps un petit peu de réfléchir quels sont les bons apports, qu'est-ce que je veux continuer à faire et qu'est-ce que je voudrais éteindre et arrêter. Quelles sont les petites décisions que j'ai besoin de prendre. Faire la différence aussi entre ce qui est à votre main et ce qui est malheureusement pas à votre main. Donc, on va essayer de voir ça un petit peu ensemble maintenant. Donc là, j'ai bien sûr mis la slide du matin. J'aurais pu écrire mail, j'aurais pu écrire visio sur le deuxième toast, mais c'est ce sentiment de ça commence avec le petit-déj et après c'est parti pour la journée. Une chose très importante, c'est ce qu'essaye de dire un peu cette slide, c'est que encore une fois, c'est à vous de prendre le temps de vous rappeler ce que vous avez envie de faire hors ligne, hors écran. Donc de vraies conversations, autant que possible, même au téléphone, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas tellement être toujours à côté les uns des autres. Se concentrer, écrire pour soi, dessiner, lire tout simplement, faire du sport, voilà, danser. Et puis, voyez la petite dame en bas à gauche, rêvasser. Ça, notre cerveau en a énormément besoin et c'est le problème qu'il y a avec la submersion du digital aujourd'hui. C'est que notre cerveau est toujours rempli d'informations, de contacts, etc., etc. Et donc, on n'a plus assez de temps aujourd'hui pour régénérer notre cerveau. Donc, je vous le dis en passant, il n'y a que 2 choses qui régénèrent le cerveau. Le sommeil, très important. Donc, tout ce que vous pouvez faire pour avoir de bonnes nuits de sommeil, c'est absolument prioritaire. Et la deuxième chose, c'est la contemplation de la nature. Puisqu'on a encore une fois on a vécu dehors beaucoup, à l'aune, si vous voulez, de l'espèce humaine, on a beaucoup plus vécu dehors en plein air qu'enfermé dans du béton, d'accord? Donc, observez les nuages, observez le vent dans les feuillages, simplement comme ça, et laisser son esprit se promener. C'est extrêmement régénérant, ça permet à l'esprit de trier les informations et de repartir de plus belle et ensuite d'être créatif et d'avoir de nouvelles idées. Mais pour cela, vous voyez qu'à gauche, j'ai mis un robinet qu'on ferme, c'est à vous de consciemment décider de fermer certains robinets. Donc, autant que possible, tout ce que vous pouvez éviter sur écran, eh bien, ne le faites pas. Là-dessus, on va voir un petit peu comment faire. Ensuite, je vous disais tout à l'heure, pour ceux qui travaillent, donc qui sont en télétravail, on a des approches entreprises parce qu'il y a toute une partie qui n'est pas à la main du collaborateur unique. On peut faire des choses pour soi, mais il y a quand même beaucoup de choses qui viennent de l'entreprise entière et notamment de la direction. C'est quelque part un sujet de gouvernance, c'est un sujet de culture d'entreprise. Donc, il y a aujourd'hui les chartes du télétravail. Donc, pensez à insérer un volet QVT dedans, c'est extrêmement important. Il y a bien sûr les ateliers, les webinaires de sensibilisation que l'on fait avec les ateliers durables. Il y a bien sûr le programme dont je vous ai parlé tout à l'heure qui vient de sortir, Télétravailler sereinement, de développement professionnel qui peut être disséminé à grande échelle dans une entreprise.
Il y a certaines DSI qui font ce qu'on appelle une photo de la situation, c'est-à-dire la quantification finalement du digital avec le nombre de mails et les heures passées en visio et par service, etc., pour faire des alertes et essayer de changer les choses, de prendre des décisions au plus haut niveau pour que ce soit différent. Il y a des pop-up pédagogiques, notamment, par exemple, si quelqu'un commence à se connecter à des heures indues, la pop-up va lui dire « Es-tu bien sûr que là, ce serait pas mieux d'aller dormir ?» Et puis, les chartes d'équipe, ça, on va y revenir parce que c'est vraiment quelque chose qui, je pense, de nos jours est absolument clé. C'est-à-dire qu'à l'intérieur d'une équipe, un manager prenne le temps de parler de ce rapport au digital, du nombre de visios, du nombre d'emails et ensemble on prenne des décisions pour l'équipe. Alors justement, pour moi, il y a vraiment quelque chose qu'un manager peut faire de manière très concrète ces jours-ci avec le télétravail, c'est de bien connaître son équipe sur les sujets qu'on évoque avec vous aujourd'hui. Il y a quel est le contexte de travail à domicile, que le manager sache en fait dans quelle mesure la personne a une bonne connexion, une bonne chaise, enfin voilà, à quoi ressemble le bureau chez la personne pour aussi prendre soin de ça et de son rapport au digital. L'aisance avec les outils collaboratifs. Il y a aujourd'hui de plus en plus d'outils collaboratifs et c'est tant mieux et c'est génial. Mais il y a des personnes chez qui ça peut créer un stress excessivement important de ne pas savoir s'en servir, de ne pas avoir été accompagné. Sans parler du fait qu'il y a des boîtes où il y a trop d'outils et du coup, les personnes ne savent même pas lequel utiliser, pourquoi. Donc tout ça, il faut en parler en équipe. Quel outil on utilise, pourquoi. Que les meilleurs dans l'équipe, les geeks, enfin ceux qui adorent ça, les outils collaboratifs, forment leurs collègues pour créer aussi du lien humain. L'ancienneté, ça joue évidemment. Si on a une nouvelle recrue, il va falloir passer plus de temps humain, ce que je veux dire, hors digital, avec la personne. Le pourcentage de distanciel, là on est en confinement, mais il y a aujourd'hui ce qu'on appelle des équipes hybrides. Donc ça, c'est un véritable challenge aussi pour les managers, entre les équipes qui sont certains jours de la semaine présents sur le site et certains membres d'équipe qui sont à distance. Comment on fait pour faire le lien ? Tout ça, il faut en parler. Le fonctionnement, bien sûr, du hardware, du logiciel, enfin de l'ordinateur de la personne, etc. Sa qualité de réseau. Vous avez tous assisté à des visios où il y a des personnes qui sont dans des régions où il n'y a pas la fibre, où leur connexion est hachée. Donc, ces personnes ont du mal à participer aux réunions. Ça peut être très frustrant. Donc, vraiment, regardez tout ça. La personne, comment elle sait, si elle sait s'organiser, est-ce qu'elle a compris les priorités, etc. La météo émotionnelle, évidemment, donc prendre le temps d'écouter la part humaine de chacun, aller au-delà de l'écran, en fait, quelque part. Et puis, le niveau de transparence, le dialogue. Et puis, ce qui est très important aussi, c'est de repérer dans les équipes les champions. Alors, ce que j'appelle les champions et les championnes, c'est comme je l'évoquais à l'instant, par exemple, les personnes qui sont super à l'aise avec les outils informatiques, qui forment les autres. Mais aussi les personnes qui sont super à l'aise avec les brise-glaces, les activités sympathiques à faire en début de réunion, qu'elles les proposent. En fait, essayer de trouver un peu les talents de chacun pour remettre de l'humain dans tout ce digital collectif et dans le travail. Donc là, il y a vraiment, je pense, une espèce de nouvelle... une nouvelle discipline qui vient d'arriver dans la QVT, c'est la QVT T, c'est la qualité de vie au télétravail. C'est vraiment dans le futur du travail, c'est ça qui émerge aujourd'hui. Comment on fait pour être humain, vivant et prendre soin de soi et des autres alors qu'on est beaucoup en télétravail, en gardant le meilleur, comme certains l'évoquaient tout à l'heure, c'est-à-dire moins de transport, la possibilité de refaire du sport, etc. Et en essayant d'adoucir le pire, c'est les quantités de mails et de visio, etc. Je te confirme, Virginie, qu'en ce moment, on a beaucoup de demandes sur des enjeux de santé, en fait, autour du télétravail, autour de la fatigue oculaire, autour du positionnement sur la chaise ou par rapport à l'écran. C'est des sujets qu'on nous demande beaucoup en webinaire. Bien sûr, toutes ces heures devant écran, ça pique les yeux, c'est juste absolument insupportable. Et puis, il faut penser à tous les gens qui sont assis sur une chaise de cuisine qui est pliable, enfin qui n'a rien à voir avec une chaise ergonomique au bureau et qui peuvent vraiment se faire très très mal au dos. Alors, une solution que je vous propose, qui est une solution là pour le coup individuelle, mais encore une fois, ça demande un peu de communication avec si vous travaillez en équipe. Mais pour ceux qui, c'est vraiment la première chose à faire, c'est de couper les notifications. Je sais que ça peut sembler bateau, mais il y en a encore parmi vous qui ont les notifications de mails qui arrivent sur l'écran pendant qu'ils travaillent, qui ont encore l'onglet de mails ouvert
pendant qu'ils travaillent ou qui sont en train de travailler devant l'ordinateur mais qui ont le smartphone, l'écran du smartphone visible en vision périphérique et les mails arrivent et ils les voient arriver. Et vous ne pouvez pas lutter en fait. Tant qu'un écran avec des mails qui arrivent sont dans votre champ visuel, vous n'avez aucune chance de résister à y aller. Ou alors, le fait de résister vous demande une énergie qui vous fatigue et que vous pourriez utiliser à faire autre chose. Donc, vraiment, les notifications, on arrête. C'est vous qui décidez quand vous allez voir les mails. C'est vous qui décidez quand vous allez voir les messages. Ce n'est pas le facteur qui vient vous tirer les cheveux toutes les 5 minutes. J'ai toujours cette image-là. Les notifications, c'est vraiment comme si quelqu'un venait vous taper sur l'épaule. Ah, je veux dire un truc. Tiens, regarde ça, lis ça. Non, c'est vous qui décidez ce que vous faites avec votre temps. Et c'est pour ça que je vous propose le mode tiroir. Le mode tiroir, il faut vraiment visualiser votre journée de travail comme un ensemble de tiroirs, comme l'image le montre. Et l'idée, c'est que je n'ai qu'un seul tiroir ouvert en même temps. J'ai un tiroir qui est le traitement de mes mails. Et ce tiroir-là, vous l'ouvrez de préférence 3 fois par jour. Alors après, je ne connais pas votre métier. Mais il y a très peu de métiers, à part si on est dans un service client, par exemple, il y a très peu de métiers où un mail ne peut pas attendre 3 heures pour qu'on lui réponde. Si un mail ne peut pas attendre 3 heures, la personne aurait mieux fait de vous téléphoner, sincèrement. Hein. Donc, normalement, un mail, peu ou prou, ça peut attendre 3 heures. Donc, on regarde ces mails, par exemple, toutes les 3 heures. Mais c'est vraiment un exemple, c'est à vous de voir. Hein. Mais c'est l'idée que je n'ai pas le tiroir mail ouvert comme ça toute la journée qui vient dézinguer ma concentration n'importe quand. Non, c'est quand vous le décidez. Dans vos tâches de la journée, il y a revenir sur les mails 3 fois. Un bloc visio. Alors ça, je sais que c'est plus difficile parce que si c'est votre boss qui vous colle des visios toute la journée, c'est un petit peu délicat. Mais vous pouvez quand même essayer de lui en parler. Mais pareil, essayez de parler en équipe, de voir quels sont les horaires des visios et quels sont les horaires qu'on se laisse pour travailler sans visio. Donc, d'un point de vue collectif, à l'aune d'une équipe, je pense qu'on peut se dire, on a des horaires communs pour les visios et on a des horaires de travail en solo. Pareil pour le travail hors écran. Là, je sais que c'est un challenge, mais c'est encore une fois extrêmement important que vous, dans toutes les tâches que vous aviez à faire, vous vous posiez la question, est-ce que ça, je pourrais le faire avec papier-crayon ? Sachez par ailleurs que toutes les études de neurosciences montrent qu'on a plus d'idées quand on se sert du papier-crayon. Parce que ça active des zones du cerveau particulières qui font qu'on va avoir plus de nouvelles idées. Donc, si dans votre travail, il y a quelque chose d'un peu créatif qui nécessite un peu d'innovation, vraiment préférez le papier et le crayon. Et encore une fois, dans vos métiers, essayez de voir tout ce que vous pourriez faire hors écran. Ça vous fera le plus grand bien. Et puis, un bloc soin de soi. Et là, j'insiste, c'est excessivement important en ce moment que vous mettiez officiellement à l'intérieur des tâches de votre journée le soin de soi. Le soin de soi, c'est quoi? C'est ce que je disais tout à l'heure. Observer la nature, aller marcher, bouger, prendre soin de sa posture, s'hydrater, enfin tout ce que vous voulez. Mais ça fait partie de votre travail. Pourquoi? Parce que plus que jamais en télétravail, notre cerveau, notre corps, notre équilibre émotionnel, tout cela conjugué, c'est votre outil de travail. Donc, ça n'est pas possible de faire comme si votre corps n'existait pas et de travailler 12 heures par jour sur écran. Ça va pas durer. C'est-à-dire que si vous faites ça, vous allez vous complètement, enfin voilà, vous connaissez les conséquences potentielles. Donc, le soin de soi fait partie officiellement des tiroirs de la journée et il y a au moins un tiroir qui est aller faire une promenade en plein air, je ne sais pas. Enfin, encore une fois, c'est à vous de voir ce qui va vous faire le plus de bien. Mais ne faites pas comme si ça n'existait pas, ne commettez pas cette erreur. Voilà. Après, des petits conseils pour bouger ensemble, c'est de se dire que les réunions, même en visio, peuvent se faire debout. Elles dureront moins longtemps. Donc, j'ai mis aussi une petite horloge. C'est l'idée de time boxer, c'est donc de donner à chaque élément du sujet un temps précis. Et donc, ça permet de moins s'étendre et de moins avoir des visios de 2h30 qui n'ont aucune valeur, où les sujets sont pas vraiment traités. Donc, être debout et allouer un temps court et précis à chaque sujet, ça aide énormément. Et puis, que ce soit en réel ou pas, j'ai mis une photo de Saloon parce que l'idée, c'est de laisser son smartphone à l'écart le temps de la réunion. Donc, si c'est en présentiel, on laisse les smartphones fermés en mode avion à l'intérieur des sacs pendant la réunion, pas de smartphone sur la table. Et pareil, quand on est en visio, en tant que manager, on peut demander, ou même en tant que collaborateur, on peut dire à tout le monde,
vous prenez votre smartphone, vous le mettez en avion et vous retournez, soit vous le mettez dans un tiroir, soit vous le retournez écran contre la table pour ne pas avoir en vision périphérique encore le smartphone qui va venir vous attirer et changer votre concentration de sujet. Voilà, donc je vois Simine qui parle de Pomodoro, c'est le même esprit, c'est exactement le même esprit. En plus, Pomodoro inclut cette notion de soin de soi et de pause, donc c'est exactement dans l'esprit de la méthode de Pomodoro. Voilà, donc le moment maintenant est venu pour vous de poser des questions. Encore une fois, c'est assez rapide, on a peu de temps ensemble, mais j'ai essayé de parcourir différents sujets. Je serais ravie de vous répondre. En tout cas, il y a eu une écoute attentive tout le long du webinaire et beaucoup d'interactions finalement quand tu posais des questions réflexives. C'était assez intéressant. Dites-moi, faites-moi part de vos challenges et de vos solutions. Partagez, en fait. Vraiment, l'idée maintenant, c'est si parmi vous, il y en a qui ont trouvé des solutions, je vous en supplie, partagez-les, parce qu'on en a tous besoin. Et ceux qui ont des grandes difficultés, faites-nous en part. Je suis absolument certaine qu'on peut vous aider, qu'on peut ensemble à trouver des pistes. Je pense notamment aux formations qu'on a proposées côté Atelier Hydra pour qu'il y ait des moments de discussion entre collaborateurs et managers, parce que souvent on est envahi par des visioconférences ou des zooms en fait pendant les heures du déjeuner, pendant le moment où on doit chercher les enfants. Enfin, il y a une frontière en fait entre vie personnelle et professionnelle qui est devenue extrêmement poreuse et qui nécessite parfois d'avoir un moment de discussion en fait entre les équipes. C'est ça, tu as tout à fait raison, Marilène. Comme vous avez vu, je le répète souvent, c'est-à-dire que le plus important, c'est ça, c'est la communication à l'intérieur de l'équipe pour que chacun connaisse un peu le quotidien et les contraintes des autres. Il ne s'agit pas d'être intrusif ou indiscret, voilà le mot que je cherchais, mais c'est quand même très très important de savoir qui a besoin d'aller chercher ses enfants à telle heure, qui a des contraintes en fait d'une manière générale. Ah oui, Véronique, le timer Pomodoro est trop fort. C'est quand même un peu contre-productif. Ouais, c'est dommage. C'est dommage qu'ils aient fait un timer bruyant qui empêche de se concentrer, en effet. Est-ce que vous arrivez à faire des pauses les uns les autres, les unes les autres? Est-ce que vous arrivez à débrancher régulièrement pour aller prendre l'air, vous reposer? Est-ce que vous faites des siestes? Je sors un gros mot, mais une sieste de 10 minutes même. Moi, je partageais mon astuce tout à l'heure, celle de faire un petit peu de ménage. En gros, tant qu'on est dans la maison, en fait, le fait de faire quelques tâches domestiques permet aussi de s'aérer et surtout de faire bouger d'autres membres, en fait, de changer de cette position tu as tout à fait un peu assise. Ouais. Et ça repose l'esprit aussi puisque ça ne demande pas tellement de concentration. C'est ça. Alors, Claire nous dit, depuis peu, j'ai supprimé les notifications WhatsApp, donc très bonne pratique, et mis ma boîte mail sur l'arrière-fenêtre de mon smartphone. Cela m'évite d'aller voir mes mails quand je suis à la maison. Voilà. Claire, vous avez tout à fait compris le principe. C'est un peu comme la malbouffe, comme je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que si on n'a pas de chocolat à portée de main, on va moins en manger s'il faut sortir pour aller l'acheter. C'est ça. Alors, ça peut être technique. On met tout en haut de l'étagère pour que ça soit plus difficile d'accès. C'est ça. C'est pareil avec le téléphone. On met ces applications de réseaux sociaux sur la dernière page. C'est ça. Pour pas les voir à chaque fois qu'on prend son téléphone. Alors, Audrey nous parle de culpabilité de faire une sieste. Alors ça… je comprends très bien ce que vous dites, Audrey. Et vraiment, ce qu'il faut se dire, c'est que petit 1, la sieste n'a pas besoin d'être longue. Vraiment pas. 10 minutes, c'est quand même pas grand-chose. Et il faut se dire que c'est l'inverse, en fait. C'est peut-être de la conscience professionnelle de faire cette sieste. Vraiment. C'est-à-dire que entre l'après-midi passé sans faire la sieste, avec le besoin de dormir, la qualité du travail qui va être fourni sera… Je ne veux pas dire un chiffre parce que là, j'ai pas la science à l'esprit, mais je pense que vraiment la qualité du travail qui est fait derrière est moins bonne que si on s'octroyait ces 10 minutes de sieste, même si on dort pas vraiment, mais simplement 10 minutes à fermer les yeux, à être au calme et à détendre les muscles dans une position confortable. C'est énorme sur l'impact, sur l'efficacité et l'efficience dans les heures qui suivent.
Alors, on nous parle de méditation. Karine nous parle d'une séance de méditation. Excellente pratique, évidemment. Bien sûr, excellente pratique. Ceux qui ont des animaux nous parlent de la promenade de chien ou du chat qui vient faire une incursion. Ça, c'est aussi très efficace. Très efficace. N'est-ce pas Benjamin, qui a un chat très envahissant? Ouais, les chats adorent se promener sur les claviers. Envahissant. Et ça, la petite pause café pour ceux qui ont la chance d'avoir un balcon comme Caroline. Et travailler debout chez moi, nous dit Marianne. Très bonne idée, Marianne. Très bon réflexe. Effectivement, à 2 titres, c'est-à-dire travailler debout, c'est évidemment bon pour le corps, puisque comme on le sait récemment, être assis, c'est encore pire que fumer, apparemment. Mais c'est aussi parce que ça surprend votre cerveau. Le fait d'être debout, c'est un petit peu inhabituel. Et donc, ça active, encore une fois, cet aspect nouveauté de votre cerveau qui est très content. Et donc, ça envoie des très bonnes hormones dans votre cerveau, très utiles. Il y a Claire qui nous fait part d'une difficulté également. Claire nous fait part d'une difficulté. Elle nous dit que voilà, c'est difficile de gérer le nombre d'heures en réunion en visio. Elle a l'impression d'en avoir beaucoup et que c'est difficile de refuser. Comment on fait pour refuser une réunion voilà. Oui, eh ben, je dirais que effectivement, c'est difficile de refuser, même si certaines, il faudrait quand même s'autoriser à refuser, notamment en vérifiant avec la personne qui organise la réunion, simplement parfois un petit coup de fil en disant « Qu'est-ce que tu attends de moi à cette réunion? Quelle serait ma contribution? Quel est vraiment l'ordre du jour et quelle est la contribution que tu attends de moi ?» Je sais que ça prend 3 minutes ce coup de fil, mais si ça peut vous permettre en fait que l'animateur se rende compte de lui-même ou d'elle-même que finalement votre présence est pas tellement obligatoire, ou alors qu'il aimerait que vous fassiez un point peut-être 10 minutes en intro et après vous pouvez repartir, vous voyez, ça c'est un petit peu de négociation. Et après, une deuxième solution, c'est encore une fois d'en parler si les réunions, si l'essentiel des réunions, des visios sont organisées en équipe, comme je le disais tout à l'heure, des heures communes de visio et des heures sans visio, et mettre ce sujet, en fait, je ne sais pas si vous êtes manager ou pas, mais sinon vous en parlez à votre manager, mettre le sujet de la visio. Je suis sûre que vous ne serez pas la seule à avoir envie de ventiler les visios et de voir ensemble comment on peut en faire moins. Il y a aussi là la possibilité de raccourcir les réunions. J'ai l'impression que c'est une tendance de fond que j'observe moi en ce moment. On a de plus en plus des réunions assez courtes. Alors il peut y avoir des effets délétères, mais globalement d'arriver à caler aussi des réunions qui sont plutôt sur 30 minutes, 45 minutes maximum. Voilà. C'est ça. Aussi, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure. Ouais. Le time boxing, c'est-à-dire le fait que c'est court, donc on essaye de faire efficace et d'aller à l'essentiel. C'est plutôt bénéfique, même si ça peut être un peu stressant, c'est quand même plutôt bénéfique que ces longues réunions où finalement tout le monde éteint sa caméra, les gens on ne sait pas ce qu'ils font à côté. Enfin, c'est terrible. Après, le pendant de ça, c'est que enchaîner 45 minutes de réunion, 20 minutes de rien, ça morcelle la journée. À la fin, on a du mal à faire nos tiroirs. Voilà, je reviens à mon histoire de tiroirs. Des tiroirs trop courts sur une journée excessivement morcelée, c'est très fatigant puisqu'à chaque fois qu'on ferme un tiroir et qu'on ouvre un tiroir, ça demande de l'énergie. Ça demande au cerveau de l'énergie pour inhiber le tiroir qui venait d'être ouvert et réouvrir l'autre tiroir. Donc ça, le zapping est fatigant. Donc, il faut prendre quand même des blocs un peu consistants et voilà. D'une certaine durée quand même. Alors, en attendant, s'il y a peut-être d'autres questions, simplement rappeler quand même que donc Virginie intervient régulièrement là en webinaire sur cette thématique, sur une durée un petit peu plus longue d'1 heure quand même pour pouvoir que ça soit un petit peu plus long pour aborder les sujets avec les salariés. Donc, si vous souhaitez sensibiliser sur ce sujet, ça peut être une manière de le faire. Et puis, pour approfondir, il y a le parcours professionnel en ligne. Peut-être tu peux en dire un mot, Virginie. Oui, donc c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, en partenariat donc entre Bloomer Impulse et les ateliers durables. On met à disposition un programme en fait qui permet aux collaborateurs et aux managers de partager finalement toutes ces bonnes pratiques, mais vraiment en profondeur. Hein. Dedans, il y a des bonnes pratiques à la fois très QVT justement sur le corps, les yeux, la vision, la posture, etc. Mais aussi des bonnes pratiques individuelles, ce que chacun peut faire vraiment indépendamment de tout style dans son entreprise, ce que chacun peut faire pour soi, pour se détacher de ce vortex et reprendre la main et choisir vraiment comment utiliser le digital à bon escient le plus possible, comment réguler ses usages, et également des pratiques collectives à faire en équipe, à remonter, des documents à partager dans l'entreprise. Enfin, c'est vraiment un programme qui a été conçu le plus possible pour une approche un peu systémique, pour que si un grand nombre de personnes le fait, alors on change vraiment la culture du rapport au digital et on est dans quelque chose qui sert l'humain et le vivant plutôt que
dans le digital qui, encore une fois, comme on l'a vu tout à l'heure, nous envahit en fait. Hein. C'est vraiment un programme dans cet esprit-là. Oui, c'est comme tu disais, Virginie, c'est vrai que c'est un changement qui doit être commun finalement, hein, et au niveau d'une équipe, sinon on n'y arrivera pas tout seul. Ce qu'on peut faire C'est seul, l'intérêt de le faire de manière aussi. voilà. On peut faire quelques petites choses toutes seules. D'ailleurs, on va vous envoyer un mémo à la suite pour quelques bonnes pratiques à faire pour soi. Mais vraiment, l'effet qui va vraiment enlever une chape sur les épaules de tout le monde, c'est quand c'est un peu un mouvement collectif, culturel dans l'entreprise qui fait que le rapport au digital est officiellement pris en considération et que collectivement, on décide de s'apaiser par rapport à ça. Merci en tout cas Virginie. On va essayer de fermer le bloc tiroir du coup de ce webinaire. Alors, exactement. Si je comprends bien, on s'était réservé 45 minutes. Je donne rendez-vous à celles qui le souhaitent sur un prochain webinaire qui aura lieu le 12 décembre. Ça clôturera cette série de webinaires sur le futur du travail avec comme thématique vie pro, vie perso. Le rythme de travail idéal existe-t-il? On va aborder donc cette question aussi à nouveau. On sera encore dans cette période un peu sans doute de télétravail forcé. Voilà, on va parler du développement du travail asynchrone et ça rejoindra justement, ça fait une bonne complémentarité avec le sujet d'aujourd'hui, je pense. Vous envoyez le lien sur le module de chat pour vous inscrire à ce prochain webinaire et aussi un petit sondage pour savoir si ça vous a plu, si ce webinaire vous a plu. Simine Chapon, on peut s'envoyer un mail juste après, pas de souci. Ça sera un plaisir. En tout cas, on était ravis, vous avez été nombreux, on a bien échangé, donc j'espère que vous avez profité et appris des choses. Et merci. Vous allez mettre en place des petits changements. Merci d'être venu parce que voilà, on sait à quel point le temps d'écran est précieux, donc merci. Super. Et le webinaire a plu à 100% des participants. J'aime ce chiffre. Moi aussi. Il nous met en joie avant le déjeuner. Et merci à tous de nous avoir suivis. Bon appétit. Ménage, Marilène. Merci. Et je vous renvoie le lien. Je vois que certains n'ont pas eu le lien, mais c'est vrai que le chat avance. Je vous ai renvoyé le lien pour vous inscrire au prochain webinaire le 8 décembre. À bientôt, Virginie, Benjamin. À bientôt.